La série de remises des kits d'installation et des fonds de roulement à des jeunes formés au métier se poursuit à travers le Burkina. Ceux des Hauts-Bassins ont reçu le matériel de la part du gouvernement. Cet appui entre dans le cadre des mesures sociales du gouvernement pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes burkinabés. En sport, les étalons juniors n'iront pas à la CAN Zambie 2017. Ils se sont inclinés face aux Aiglons du Mali par le score de 2-0. Le match retour s'est déroulé hier au stade Modibo Keïta de Bamako. Nous sommes le lundi 25 juillet 2016. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition. Nous prenons donc la direction des Hauts-Bassins où des jeunes formés au métier ont reçu des kits d'installation et des fonds de roulement. Cela s'est passé samedi dernier et cela entre dans le cadre des mesures sociales prises par le gouvernement pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et pour la région des Hauts-Bassins, l'appui du gouvernement aux jeunes est d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Plus de précisions avec Betty Bienaon, Sirik Milogo et Moumoune Barou. Boris Sanou, formé en plomberie, reçoit son kit d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA. Comme lui, ils sont 130 jeunes de la région des Hauts-Bassins formés en métier à en bénéficier. Au total, 300 millions de francs CFA pour la région, de quoi permettre à cette couche de la population de créer des micro-entreprises. On sait qu'on ne va pas les décevoir et on compte beaucoup sur eux. Ceux qui viendront après nous puissent bénéficier plus de ce que nous, on a eu. Je vais travailler avec ça. Ça va m'aider aussi de faire beaucoup de choses sur mes domaines. Parce qu'en tout cas, on avait manque de ça. Bon, aujourd'hui, sincèrement, nous sommes très contents. Cette opération s'inscrit dans la mise en œuvre de la mesure spécifique relative à l'installation des jeunes formés en métier. Une manière pour le département en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle d'encourager et favoriser l'auto-emploi. Après leur formation, pour leur permettre de se mettre dans une dynamique d'auto-emploi et de créer leur micro-entreprise, nous avons imaginé qu'il fallait accompagner ces jeunes-là à travers des équipements et un fonds de roulement. Au terme de l'opération, 1179 kits d'une valeur de 2 milliards de francs CFA seront remis aux jeunes des 13 régions du Burkina Faso. On reste dans les Hauts-Bassins où le ministre en charge de la justice a visité les locaux de la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Une visite pour s'imprégner des conditions de travail du personnel et celles des pensionnaires. René Bagourou a également échangé avec les agents de la direction régionale des droits humains des Hauts-Bassins. La visite a eu lieu le vendredi dernier et le reportage est de Karim Ilboudo et Amadou Lougui. Le chef du département en charge de la justice en visite à la Macébé, la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. L'infirmerie de la maison d'arrêt, les bureaux du personnel de l'administration pénitentiaire, les bâtiments de détention pour les adultes, les femmes et les mineurs. René Bagourou est venu s'imprégner des conditions de travail des uns et d'incarcération des autres. Au niveau des détenus, c'est un problème de surpopulation. Nous sommes à plus de 300% de taux d'occupation. Problème de vétusté des locaux, parce que la grande détention qui a été construite depuis 1947, que nous occupons, vous voyez, depuis le temps colonial. Le pacte national pour le renouveau de la justice fait de l'humanisation des prisons un des axes fondateurs. Et pour permettre à mes services techniques et à moi-même de mettre en œuvre cet axe, il nous faut toucher du doigt les réalités qui vivent les maisons d'arrêt et de correction. Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique est allé également rencontrer les travailleurs de la direction régionale en charge de la promotion des droits humains des Hauts-Bassins. Vous savez que le personnel des droits humains qui veut travailler regrette de n'avoir pas les activités. Nous les avons rassurés que nous avons tout mis en œuvre et que d'ici là, ils seront sollicités pour participer à la lutte contre l'incivisme. C'est sa première fois depuis sa prise de fonction à la tête du département de la justice que René Bagourou visite la Macébé et la direction régionale des droits humains de la région des Hauts-Bassins.
Autre point de l'actualité, et nous parlons du programme d'appui à la modernisation des exploitations agro-pastorales familiales mises en œuvre dans la région du plateau central. Le volet risicole de ce programme est mis en œuvre dans les plaines aménagées de Boulbi, Zungu et Moktedo. Et ce programme est financé par des partenaires du Burkina, que sont le consortium Oxfam AGM et la coopération suisse. Ces partenaires et les autorités du plateau central ont effectué une visite de terrain sur les barrages de Zungu et Moktedo qui sont en réhabilitation. Urbain Benito Soumé, Nathalie Sawadou, Nabaloum. Bas-fond risicole de Moktedo, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont englouti les cultures. Le site est aujourd'hui inaccessible. Un imprévu qui a bouleversé le programme de la visite du gouverneur du plateau central et les partenaires du projet PAMEFA, le programme d'appui à la modernisation de l'agriculture familiale. Malgré cet imprévu, les visiteurs du jour ont pu échanger avec les producteurs. Les études diagnostiques ont été bien menées et les travaux se poursuivent. Et nous avons vu également au niveau des étuveuses de riz de Moktedo qu'il y a eu beaucoup de modernisation. Toutefois, des préoccupations ne manquent pas. L'ensablement du barrage et le manque de matériel sont des difficultés exposées aux autorités locales. Le barrage, il date de 1963. Vous voyez que ça fait plus de 50 ans. Naturellement, les questions d'ensablement, les questions d'irrigation, les questions d'exploitation se posent. Le projet PAMEFA est financé par la coopération suisse à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Il est important d'affiner, à mon avis, le plan directeur pour que les investissements qui vont être consentis sur le périmètre du projet soient vraiment des investissements durables. Et c'est aussi l'occasion de nous coordonner avec les autorités pour voir ce qu'elles vont faire. Oxfam et AGM constituent le consortium qui met en œuvre le volet riz du projet PAMEFA, un projet qui couvre les plaines aménagées de Boulbi, Zungu et Moktedo. L'amélioration de la gestion territoriale communale et intercommunale des ressources naturelles, c'est l'un des volets du programme d'appui au Parc de l'Entente. Dans le cadre de ce programme, une formation sur la protection des aires protégées a été initiée au profit des acteurs des communes riveraines du complexe WAP. Le complexe WAP, c'est l'espace du Parc W qui couvre les territoires du Bénin, du Niger et du Burkina Faso. Nestor Yugbari, Mahamadi Ouedraogo. Un atelier de réflexion sur les mécanismes de protection du complexe WAP au profit des acteurs de développement des communes riveraines. Espace transfrontalier protégé, le complexe WAP couvre les parcs W au Niger, Arli au Burkina et Pendjari au Bénin. Il regorge d'énormes potentialités en ressources naturelles pour les populations riveraines. Dans les instances de gestion du complexe WAP, qui est géré, disons, dans une démarche régionale, nous avons remarqué que les communes sont insuffisamment représentées. Donc le but de cet atelier était de discuter pour voir comment on peut renforcer la représentativité des communes. Une meilleure gestion des périphéries et des aires protégées de ce complexe s'avère nécessaire. C'est pourquoi les participants, au bout de 3 jours de réflexion, ont pris l'engagement de rendre inclusive et équitable la gestion du complexe WAP et le partage de ses revenus. C'est d'abord les appuis financiers au reboisement et aux différentes activités de protection et de conservation. Ceux qui font le braconnage, ceux qui coupent le bois, c'est nos populations et nous avons pris un ferme engagement de jouer pleinement nos rôles pour que cesse le braconnage, cesse un peu la coupe de bois dans les parcs et les forêts classées, et pour que les populations se sentent concernées. Sous projet du programme d'appui au Parc de l'Entente, cette rencontre du complexe WAP vise à renforcer la bonne gouvernance et la gestion durable des parcs au niveau local et à l'échelle régionale. Des communes des provinces des Balé et du Koulpelgo, elles, bénéficient de l'appui de l'ONG WaterAid dans le domaine de l'assainissement. Cet appui se fait à travers le projet dénommé Sani Bakou qui intervient dans ces communes depuis 2 ans. Son ambition, permettre aux populations de 14 communes d'accéder à l'assainissement de façon durable et équitable. 2 ans après son démarrage, les acteurs chargés de la mise en œuvre de Sani Bakou se sont retrouvés à Boromo pour un premier bilan. Assami Kabouré, Aïcha Dianda, Nayalado pour Sawadougou.
Augmenter l'accès à l'assainissement des populations vivant en milieu rural afin de réduire le taux de défécation à l'air libre et la prévalence des maladies liées à ces phénomènes, c'est l'objectif assigné au projet Sani Bakou de WaterAid. D'une durée de 44 mois, ce projet intervient dans 14 communes rurales, des Balais dans la boucle du Mouhoun et du Koulpelgo dans le centre-est. À mi-parcours, ce que nous pouvons dire, c'est qu'actuellement, au niveau donc des 14 communes, le projet est en cours et les actions de promotion d'assainissement, les opérateurs locaux sont en place. Et par rapport à la réalisation proprement dit des ouvrages, à l'étape actuelle, nous sommes à 12 227 latines réalisées, ce qui représente environ 54% des réalisations. Cette deuxième session du comité de suivi du projet Sani Bakou vise entre autres à informer les nouveaux maires sur les exigences contractuelles du projet et échanger sur la contribution des différents co-demandeurs. Le projet a énormément contribué à la promotion de l'assainissement et de l'hygiène dans la plupart des communes d'intervention de notre province. On se rend compte que les comportements sont en train de changer. C'est vrai pour l'instant, on n'est pas à 100% de la fin de la défécation à l'air libre, mais il faut qu'on se rende compte qu'il y a déjà, en tout cas, une base qui est là. Cette session permettra aux 14 nouveaux maires des communes concernées et autres participants d'avoir une vision globale du projet. Sani Bakou est à sa deuxième année d'exécution et devrait prendre fin. L'édification d'une société inclusive au Burkina Faso, l'ONG Light for the World en fait une priorité parmi ses activités. Cette ONG a donc défini une nouvelle stratégie d'inclusion sociale qui couvre la période 2016-2020. En attendant des actions concrètes, l'ONG a présenté sa nouvelle stratégie à ses partenaires œuvrant dans le domaine de l'inclusion sociale. Issa Kafando, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Après un bilan de la stratégie pays 2011-2015 jugé satisfaisant, l'ONG Light for the World a relancé une nouvelle stratégie pays 2016-2020. Au regard de l'importance de ce nouveau programme, qui nécessite l'implication de tous, il a été question de le présenter aux acteurs de mise en œuvre pour leur approbation. C'est une continuité du premier plan, à savoir préserver les acquis et aller beaucoup plus en avant en mettant l'accent sur l'appropriation des programmes par les bénéficiaires et de la communauté tout entière et aussi veiller sur la pérennité des actions. Il ne faut pas que, une fois que par manque de moyens financiers les ONG se désengagent, que tout tombe à l'eau. Salfo Tapsoba, représentant le ministre en charge de l'éducation nationale, a salué la vision et l'action stratégique de l'ONG Light qui s'inscrit dans le contexte où il vient d'entrer dans la phase active de la préparation de la campagne éducation inclusive. Une campagne dénommée One Class for All qui va permettre de prendre en compte l'éducation de nombreux enfants handicapés, jusque-là exclus du système scolaire. Il a en outre réaffirmé l'engagement et la disponibilité de son ministère à accompagner tous les acteurs dans la mise en œuvre de la présente stratégie 2016-2020. En actualité sportive, les étalons juniors sont éliminés de la CAN Junior Zambie 2017. Ils se sont inclinés hier au stade Modibo Keïta de Bamako par le score de 2-0. Il s'agissait du match retour des éliminatoires de la CAN Junior pour lequel les étalons étaient en déplacement au Mali. Le point avec Issaka Ouedraogo et Mamadi Wena de retour de Bamako. Les Aiglons du Mali ont été les plus forts dans cette double confrontation avec les étalons juniors. Battus sur l'ossature des cadets champions d'Afrique et vice-champions du monde en 2015, la sélection junior du Mali a fait preuve d'une grande maîtrise face à des étalons juniors très combatifs et en net progrès dans le jeu. Le but matinal de Sékou Koïta à la 9e minute lance idéalement les Aiglons du Mali dans ce match retour. Et malgré une poussée des juniors burkinabés à partir de la demi-heure de jeu, les Maliens vont tenir le coup grâce au gardien de but Samuel Diarra et à la paire défensive composée de Abdul Karim Dante et de Moussa Gakité. Le deuxième but malien marqué à la 58e minute par Siaka Bakayoko va enterrer définitivement tous les espoirs des Burkinabés. Bienvenue de façon inattendue. Bon, on a essayé de se organiser en seconde mi-temps en essayant de presser plus haut
Malheureusement encore, on prend un autre but matinal en seconde mi-temps. Je pense que ça a scié un peu le mental des enfants. Mais dans l'ensemble, ils se sont bien battus. Même si on était venu pour se qualifier, on est tombé sur une équipe malienne qui en voulait aussi. Un public les a poussés jusqu'au bout. Donc pour moi, les garçons, ils ont beaucoup appris avec cette compétition. Il faut donc patienter encore pour voir une troisième qualification burkinabé à une CAN de la catégorie junior. La banne au capitaine Loukman Trova Boni y a longtemps cru, mais il en fallait plus pour éliminer cette équipe malienne bien aguerrie. En actualité, à l'étranger, une nouvelle fusillade s'est produite ce matin en Floride aux États-Unis. Vous allez le voir en image. Selon un premier bilan fait par la police, la fusillade a fait 2 morts et au moins 15 blessés, dont certains atteints grièvement. Cette nouvelle fusillade intervient 6 semaines après la tuerie d'Orlando, toujours en Floride, qui avait fait 49 morts et avait été revendiquée par le groupe État islamique. Turquie, la purge après le coup d'État a atteint le secteur de la presse. Les autorités ont émis plus de 40 mandats d'arrêt contre des journalistes. Ces mandats d'arrêt viennent s'ajouter au retrait des licences qui a déjà touché plusieurs chaînes de télévision et de radio. L'ONG Reporters sans frontières s'inquiète de la situation de la presse en Turquie. La célèbre journaliste turque Nazlı Licak se retrouve dans le collimateur du régime turc. Déjà limogée du quotidien pro-gouvernemental Sabah en 2013 pour avoir critiqué des ministres impliqués dans un scandale de corruption, elle est visée comme 41 autres journalistes par un mandat d'arrêt lancé par les autorités turques ce lundi. Le 19 juillet dernier, 24 chaînes de télévision et de radio se sont vues retirer leur licence, soupçonnées de soutenir le prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être l'instigateur du coup d'État manqué. Ce dimanche, sur la place Taksim à Istanbul, le Parti républicain du peuple, principale formation d'opposition, a organisé avec le soutien de l'AKP au pouvoir un grand rassemblement pour dire son opposition au putsch. Nous attendons de voir les conséquences de l'état d'urgence et il est certain qu'on fera entendre nos voix si les droits et les libertés sont restreints et si les pratiques de l'ancien état d'urgence sont mises en place. Pour le moment, on surveille ça, mais je ne critique pas car on vient d'éviter un coup d'État de Fethullah. Depuis l'échec du coup d'État, les autorités turques ont suspendu, interpellé ou placé en détention plus de 60 000 militaires, policiers, magistrats, enseignants ou fonctionnaires. Retour au Burkina Faso pour voir l'actualité traitée dans la presse écrite ce lundi. Les quotidiens se sont intéressés au dossier pendant la justice militaire et à l'hommage rendu hier aux victimes du crash d'Air Algérie survenu il y a 2 ans. Cette semaine, la revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. Devoir de mémoire pour les victimes du crash de l'avion d'Air Algérie, les journaux du jour en parlent. 2 ans après, la douleur est toujours grande, note notre temps. Le gouvernement exprime sa compassion aux proches des victimes, indique le pays, et ce à travers un dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Gouguin par le Premier ministre, précise le quotidien. Les familles des victimes du crash fatal à 116 personnes le 24 juillet 2014 réclament la vérité, nous confie aujourd'hui au Faso. Elles appellent également les autorités maliennes à restituer les restes de leurs proches enterrés sans leur consentement dans un cimetière de Bamako afin qu'ils soient inhumés à Ouagadougou. On lit également dans l'Observateur Palga que des résolutions seront prises en vue du combat de la justice pour les victimes du crash. Les parutions du jour nous apprennent également que les dossiers Sankara et Pource du 16 septembre seront jugés avant la fin de l'année 2016. Foi du journal Aujourd'hui au Faso. Le commissaire du gouvernement précise dans le pays que la mise en liberté provisoire dont ont bénéficié 27 personnes sur les 77 interpellées dans le cadre du coup d'État ne signifie pas un non-lieu, encore moins un acquittement ou encore une relaxe ou un blanchiment. Quant au dossier Sankara, explique l'observateur Palga, de nouveaux échantillons ont été expédiés en Espagne pour la reprise des tests ADN. Le journal rappelle que lors du premier test, il n'avait pas été possible de détecter des traces d'ADN sur les restes du corps des suppliciés du 15 octobre 1987. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.